Jean-Christophe Buisson, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Assassiné, un livre paru aux éditions Perrin en janvier dernier. Il s'agit d'un ouvrage d'investigation historique dans lequel sont racontés 15 assassinats de chefs d'État. Donc chacun de ces récits est abordé selon une structure narrative originale et permet de découvrir ou de redécouvrir une histoire méconnue, déformée ou oubliée d'assassinats majeurs, tant par les personnalités frappées que par les conséquences engendrées. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi de réaliser un ouvrage sur l'assassinat politique ? Plusieurs raisons. D'abord, il se trouve que je suis journaliste au Figaro Magazine et il y a quelques années, j'avais rencontré un leader de l'opposition en Serbie, l'opposition à Milošević, qui s'appelait Zoran Đinđić. Et dans notre conversation, on avait évoqué justement l'assassinat politique, parce que je lui avais dit, vous n'avez pas peur un jour de vous faire assassiner par Milošević. Et on avait une conversation assez longue à ce sujet. Et il se trouve que quelques années plus tard, il est devenu Premier ministre une fois que Milošević a été renversé, et qu'il a effectivement été assassiné. Il a été assassiné d'une balle en plein cœur par un sniper qui travaillait pour une structure mafieuse qui était liée à Milošević. Donc d'un seul coup, m'est revenu en mémoire cet épisode en me disant, tiens, on avait parlé de ça, j'ai repris mes notes, pour savoir comment on vit quand on a cette épée de Damoclès au-dessus de soi. À l'époque, il n'était pas chef d'État, il allait le devenir, et déjà, il pensait à ça. Et j'ai trouvé intéressant de mettre ça en parallèle avec d'autres assassinats de chefs politiques pour se rendre compte que, comme le disait Marx, c'est souvent la violence et la sage-femme de l'histoire. C'est que parfois, pour sortir d'une situation jugée catastrophique, le peuple trouve une personne en son sein qui fait preuve de violence pour débarrasser la société de cette violence d'État, d'une certaine manière. Et comme dans le même temps, je travaillais beaucoup sur François Ferdinand, l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche, parce que j'avais des archives, notamment en Serbie, assez inédites sur la façon dont s'était déroulé son assassinat, et notamment du point de vue des jeunes Serbes qui l'ont assassiné. Parmi eux, d'ailleurs, il y avait un musulman, donc souvent on dit que c'est les nationalistes serbes qui ont tué François Ferdinand. Et là, il y avait quelque chose d'intéressant à creuser et surtout de voir comment cet assassinat, évidemment, a déclenché la Première Guerre mondiale. Donc j'ai mis un petit peu tout ça ensemble et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas raconter, parce que c'est d'abord raconter de l'histoire, raconter des histoires qui m'intéressaient, de manière presque journalistique, comment se sont déroulés ces assassinats qui ont changé au moins le visage de leur pays, sinon le visage du monde, comme l'assassinat de François Ferdinand, à différentes époques, dans différents lieux, avec différents modus operandi. Et c'est intéressant de voir que finalement, il y a des correspondances incroyables qui surgissent quand on les met côte à côte dans le même livre. Il y a eu des milliers de livres sur César, sur Henri III, sur Robespierre, sur Indira Gandhi, mais ils ne sont jamais mis ensemble, et pour cause, parce que ce sont des choses tellement différentes. Et je me suis dit, en les mettant ensemble, peut-être qu'on va trouver quelque chose, pas une théorie, mais des choses intéressantes qui sortent de l'événement lui-même. Alors, les assassinats politiques, ils existent depuis la nuit des temps. Comment est-ce que vous avez procédé pour en sélectionner 15 seulement et quels ont été les critères de choix ? Alors ça, c'est ce qui était le plus difficile parce qu'effectivement, on a l'embarras du choix. Et puis, l'histoire n'est pas une science exacte, donc je n'allais pas prétendre à prendre les 15 plus célèbres ou les 15 qui ont vraiment changé la face du monde. Ça a été à chaque fois des discussions avec moi-même. Je voulais qu'il y ait à la fois des gens très connus, évidemment, des assassinats très connus, et puis d'autres moins connus, mais qui me semblent tristement méconnus parce qu'ils méritent qu'on porte le regard sur eux, parce qu'ils disent quelque chose d'une époque, d'un État, d'une société. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, par exemple, j'ai choisi Lincoln plutôt que John Kennedy, parce que je considérais que l'assassinat de Lincoln, qui intervient juste après l'abolition de l'esclavage, juste après la fin de la guerre civile américaine, est un événement beaucoup plus important symboliquement que l'assassinat de Kennedy, qui ne change strictement rien à l'histoire des États-Unis, qui change de président. C'est devenu assez mythique, évidemment, mais ça a été mythifié, parce que le personnage est fascinant, mais ça n'a rien changé à l'histoire des États-Unis. Alors que Lincoln, paradoxalement, son assassin qui était sudiste, voulait de cette manière relancer la guerre entre le Nord et le Sud. Il n'y est pas parvenu, et cet assassinat a ressoudé le Nord et le Sud plus rapidement que ne l'aurait été s'il n'y avait pas eu cet assassinat. De la même façon, j'ai choisi Henri III plutôt qu'Henri IV, parce qu'Henri III, c'est la fin d'une dynastie, les Valois, et c'est le premier roi de France assassiné. Donc c'est une charge symbolique plus importante, à mon sens, que Henri IV. Indira Gandhi me semblait intéressante, parce que c'est un attentat récent qui a des motivations aussi à la fois religieuses, et puis qui illustre le fait qu'un assassinat politique ne réussit généralement que parce qu'on est trahi par ses proches,
ou parce qu'on a un service de sécurité qui est défaillant. Et elle, c'est les deux en même temps, puisque ce sont ses propres gardes du corps sikhs qui l'assassinent. Donc voilà, après, effectivement, j'aurais pu prendre aussi Caligula, Xerxès Ier, Alexandre de Yougoslavie, le pape Clément II, Benazir Bhutto, Yitzhak Rabin. On s'aperçoit en fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup, et que encore aujourd'hui, même si l'âge d'or du meurtre politique, c'est plutôt le 19e siècle, parce qu'à l'époque, on pense qu'en tuant un chef d'État, on va abattre l'État qui va avec. Aujourd'hui, on sait très bien que, à l'exception peut-être de Bachar al-Assad aujourd'hui, si on tue le président des États-Unis ou le président allemand, ça ne changera pas les institutions politiques américaines ou allemandes. Alors, donc ces 15 assassinats que vous décrivez, ils se situent dans des lieux, en des temps, en des contextes différents. Et pourtant, comme vous l'avez dit, il y a des points communs qui se dégagent. Alors, quels sont-ils, ces points communs ? Alors, comme je l'ai dit, il y a à la fois le fait que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un dysfonctionnement des gens qui protègent le chef de l'État ou qu'il y ait une trahison des chefs de l'État. Il y a aussi le fait que souvent les chefs d'État ont la prescience de l'événement tragique qui va leur tomber dessus. C'est-à-dire César, la veille de sa mort, a une crise d'épilepsie et sa femme a une calpurnia, a une vision, elle imagine qu'il va mourir, ce qui va arriver le lendemain. Indira Gandhi, la veille de sa mort, dans un meeting, annonce qu'elle va mourir le lendemain, ce qui va arriver. Henri III était persuadé qu'il allait tuer. Alexandre II, le tsar russe que j'évoque, a rencontré un jour une tzigane à Paris qui lui a dit « Vous allez survivre à 6 tentatives d'assassinat, la 7e sera la bonne ». Et à l'époque, il se dit « Bon, c'est une tzigane qui me raconte n'importe quoi ». Et puis au bout du 3e, 4e, 5e attentat, il commence à faire le décompte, à se dire oh, « Mon Dieu, si elle a raison, je me rapproche de la mort ». Et effectivement, il va être tué au 7e attentat. Donc il y a comme ça, chez les hommes d'État, le sentiment qu'ils risquent leur peau, mais surtout que ce risque fait partie du métier d'une certaine manière, et que peut-être que la mort tragique les grandira et leur accordera un brevet d'immortalité, au même titre que les écrivains morts tragiquement ou suicidés sont parfois plus grands dans les mémoires des lecteurs, parce qu'il y a un côté tragique dans leur existence, comme Albert Camus, Roger Limier. Peut-être que s'ils étaient morts à 85 ans dans leur lit, on ne les célébrerait pas comme on les célèbre aujourd'hui. Et pour l'homme d'État, d'une certaine manière, mourir assassiné est un gage de réputation éternelle supplémentaire, à mon sens. Donc il y a vraiment ces correspondances-là. Il y a aussi le fait que c'est souvent... c'est ça qui est intéressant, c'est pas forcément le fruit d'un complot avec des ramifications immenses, c'est souvent un ou plusieurs hommes déterminés qui arrivent à faire chuter un homme d'État. C'est pas vrai pour César, parce qu'il y a grosso modo la moitié de la curie romaine qui veut absolument se débarrasser de lui, mais c'est vrai pour Henri III, c'est un moine qui a une initiative personnelle, c'est vrai pour Sadat qui est tué par 4 soldats de son propre armée islamiste, alors qu'il y a un mouvement islamiste qui s'appelle les Frères musulmans, qui existe toujours, comme vous le savez, qui aimerait se débarrasser de Sadat, qui a osé signer la paix avec Israël, mais finalement c'est un petit groupe d'officiers qui prend l'initiative à eux seuls. Et d'ailleurs, pour qu'un assassinat politique réussisse, il vaut mieux qu'il y ait le moins de gens possible au courant, parce que, évidemment, par définition, plus de gens sont au courant, plus le bruit de ce complot peut arriver aux oreilles des services de sécurité. Indira Gandhi, de la même façon, ce sont 2 ou 3 sikhs qui mettent ça en place de manière individuelle. Donc on s'aperçoit qu'il y a ces correspondances, et puis il y a encore un jeu encore plus étrange de correspondance, qui est que, par exemple, l'assassin de Lincoln est un acteur, et son rôle préféré, c'est le rôle de Brutus dans Jules César de Shakespeare. Donc on s'aperçoit comme ça qu'il y a les assassins de François Ferdinand, qui sont à la fois des nationalistes sociaux, mais aussi des socialistes révolutionnaires, ont les mêmes lectures que ceux qui ont tué Alexandre II. Donc il y a ces correspondances dans la motivation et parfois dans le modus operandi qui sont assez frappantes. Alors, selon vous, est-ce que tous ces assassinats, on peut dire qu'ils ont changé le cours de l'histoire ou la face du monde ? Non, ça serait un peu prétentieux de dire ça, parce qu'il y en a encore une fois d'autres qui ont sûrement changé le cours de l'histoire, et puis avec des si, voilà, on mettrait Paris en bouteille, et il n'y aurait pas eu de guerre depuis des siècles. Celui de François Ferdinand, c'est effectivement une certitude qu'il a, mais en même temps, il était comme disait le Mao Tse-tung, l'étincelle qui a mis le feu à la plaine. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet événement, il y en aurait eu un autre, parce qu'en 1914, les jeux d'alliance faisaient qu'à un moment donné, tout le monde cherchait un prétexte pour se taper dessus. Donc effectivement, la mort d'Indira Gandhi, pour prendre cet exemple, n'a pas changé la face de l'Inde, mais peut-être qu'il y avait à cette époque une très très forte tension entre hindous et sikhs, et sa mort a d'une certaine manière ressoudé la nation indienne derrière son nouveau président.
ou son nouveau Premier ministre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est encore une correspondance que je n'ai pas évoquée, c'est le fait que souvent, le résultat des assassinats est exactement le contraire de ce qui était prévu par les assassins. C'est-à-dire que ceux qui ont assassiné César voulaient empêcher qu'une restauration d'un système monarchique et considérer que la République était en danger à cause de César. 30 ans plus tard, on avait la proclamation de l'Empire. Ceux qui ont tué Henri III, qui étaient des catholiques ultra, craignaient que ce soit le cousin d'Henri III qui prenne le pouvoir, donc Henri IV, donc un protestant, et c'est exactement ce qui est arrivé. À part Robespierre, où effectivement son assassinat ou son exécution ont permis la fin de la Grande Terreur, dans la plupart des cas, les événements qui ont suivi sont allés à l'encontre de ce qui était souhaité par les assassins. Alors vous êtes historien de formation, mais journaliste de métier. En écrivant ce livre, est-ce que vous vous sentiez plus historien ou plus journaliste ? J'aime bien l'idée de journaliste historien. Je suis vraiment d'abord journaliste, et donc en écrivant, justement en écrivant ce livre, je voulais vraiment raconter ça comme je travaille quand je fais du journalisme. C'est-à-dire que quand je fais une enquête, j'interviewe 15-20 personnes, je lis tout ce qui a trait à ce sujet-là, et ensuite je synthétise tous ces témoignages, ces événements, pour essayer de décerner sinon la vérité, du moins une vérité, en tenant compte justement des témoignages qui sont parfois évidemment discordants. De la même façon, pour tous ces sujets-là, je me suis plongé dans des dizaines de livres, d'ouvrages, d'articles, parfois de témoignages, en synthétisant pour essayer de trouver à peu près avec certitude ce qui s'était réellement passé, et en plongeant notamment dans la psychologie, aussi bien des assassinés que des assassins. C'est ça que je voulais montrer aussi, c'est que les assassins sont souvent jetés, parfois à juste titre, dans les poubelles de l'histoire, ou dans les oubliettes de l'histoire, du moins. Aujourd'hui, personne ne connaît le nom ou presque de l'assassin de Sissi ou d'Indira Gandhi. Et moi, je voulais autant aller creuser dans leur vie, dans leur motivation de ces gens-là, que dans les assassinés, qui bénéficient souvent d'une empathie rétrospective tout à fait légitime, puisque ce sont les victimes. Et ça, je pense que c'est vraiment un réflexe ou une méthodologie journalistique, effectivement, d'aller voir les deux camps et puis de synthétiser les deux pour essayer de tracer une sorte de vérité historique qui se dégage. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pris Kennedy, parce que Kennedy, on n'a toujours pas de certitude absolue sur les commanditaires réels de son assassinat, donc c'était un peu prétentieux de prétendre faire un livre d'histoire en mettant Kennedy dedans, ou alors il faut aborder toutes les hypothèses, et du coup c'est moins intéressant. En tout cas, la lecture, moi je voulais vraiment que ce soit une lecture une écriture très vive et très nerveuse, pour que le lecteur vive ça presque comme un thriller. On connaît la fin de l'histoire, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans les secondes, minutes, heures, jours qui précèdent, et c'est vraiment ça que je voulais raconter. Et ça, je pense, cette mise en scène-là est assez journalistique dans son approche.